J'ai des conflits d'intérêts avec tous les marchands de NACO, hein, comme tout le monde, entre autres. L'insuffisance rénale, c'est un facteur ou un marqueur de risque d'AVC qui a été trop longtemps très négligé. D'une part parce que l'hypohyalinose touche à la fois le rein et le cerveau, qui sont les deux organes autorégulés, que l'insuffisance rénale est totalement associée aux maladies des petits vaisseaux, mais qu'aussi l'insuffisance rénale est associée à la sévérité de l'athérome, à la fréquence et à la gravité des AVC, à une moins bonne récupération des AVC après, et à une fréquence plus élevée des fibrillations auriculaires et une augmentation des risques. Ceci dit, jusqu'aux grands essais des AOD et aux grandes études sur les registres administratifs qu'on pourra plus avoir quand on aura supprimé la T2A. En fait, c'était essentiellement des cohortes spécialisées qui étaient très peu connues. Et par exemple, l'étude sur l'effet de l'insuffisance rénale dans l'endartérectomie sur les carotides symptomatiques, il y a une seule étude où ils avaient la créatinine, et le résultat est sorti 20 ans après l'étude Princeps. Alors, classiquement, vous savez que la fibrillation auriculaire, on apprend tous que ça donne 10 à 20% des infarctus cérébraux, trucs comme ça à peu près. En fait, quand on regarde, par exemple dans le service, si je prends 410 patients thrombolisés à plus de 65 ans, il y a la moitié qui a des ACFA qui étaient connus ou qui sont détectés en aigu. Je ne parle pas de toutes celles qu'on détecte avec les holters après. Donc 90% ne sont pas anticoagulés. Donc l'ACFA est la cause majeure des accidents ischémiques graves de l'adulte à partir de 60 ans. Et ça augmente de manière exponentielle, évidemment, au-dessus de 80 ans. Alors maintenant, pour arriver au sujet, c'est l'insuffisance rénale et la fibrillation auriculaire. Bon, l'incidence de la fibrillation auriculaire est plus élevée dans la FA. Ça, je ne vais pas en reparler. Le risque thromboembolique est plus élevé. Le risque hémorragique est plus élevé. Si la clearance est au-dessus de 15, les AVK sont mieux que l'absence d'AVK. Et les AOD sont mieux que les AVK. Si la clearance est en dessous de 15 où il y a une dialyse, personne n'en sait rien. Alors, ça, c'est une étude danoise. Vous savez que les Danois, ils ont des registres dans lesquels le monsieur, il est surveillé de tous les côtés, quoi. Mais au moins, il croise tout. Alors, ceci dit, ils croisent tout, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que dans cette étude-là, ils ont pris 173 000 patients qui avaient une FA dans les diagnostics PMSI. Et après, ils ont regardé ceux qui avaient une thérapie de remplacement rénal, quoi, une hémodialyse, et ceux qui avaient une insuffisance rénale modérée ou enfin non-end stage. Et si vous regardez le nombre d'insuffisances rénales non-end stage, il est extraordinairement faible. C'est 6,4%, donc c'est très très faible. Ce qui veut dire qu'il y a un problème dans la T2A danoise, c'est qu'on ne paye pas assez l'insuffisance rénale quand on la cote. Si on la payait assez, elle serait mieux cotée. Et on a tort parce que... alors, ce que ça a montré, et donc finalement la valeur de cette étude, elle est peut-être plus pour les hémodialysés, parce que ceux-là, ils sont tous cotés, que pour les autres. Mais ça montre quand même que si on prend les strokes fatales, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques, ou les mortalités par hémorragie, la warfarine fait mieux que rien. Warfarine et l'aspirine ne marchent pas, la warfarine et l'aspirine, c'est pas très bien. Les morts cardiovasculaires, la warfarine fait mieux que rien. Et les morts de toute cause, la warfarine et aspirine, dans les insuffisances rénales non terminales, fait mieux dans ce registre. Si on regarde dans les insuffisances rénales terminales en hémodialyse et autres, en fait, on s'aperçoit que la warfarine est la seule chose qui diminue la mortalité. Alors, il y a quand même un biais parce que probablement les gens qu'on met sous warfarine, quand ils ont une hémodialyse, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on ne met pas sous warfarine. Ce n'est pas randomisé, quoi. Alors,
maintenant, c'est toujours la même étude, mais là, ils se sont intéressés, bon, ce n'est pas exactement la même période, donc il n'y a pas le même nombre de patients, mais ils se sont intéressés à ceux qui avaient eu au moins dans les registres, même ces registres bien faits, etc., où on avait une créatinine dans les 12 mois qui suivaient la découverte de la FA. Alors déjà, ça commence bien parce qu'on se rend compte que sur 101 000 patients, il y en a 78 000, et pourtant les Danois, ils font plutôt de la meilleure médecine que nous, hein, qui n'ont pas eu de créatinine, au moins relevée dans leur registre dans l'année qui suit la découverte de l'AFA. Et il en restait donc 23 000. Alors dans ces 23 000, là, quand on connaissait la créatinine, on s'apercevait qu'en fait, il y en a 35% qui ont une insuffisance rénale déjà assez sévère, puisqu'avec une clearance entre 30 et 60. Donc beaucoup plus que dans l'autre série. Et qu'en gros, il y en avait très peu, évidemment, qui avaient une clearance en dessous de 15. Et en gros, il y avait seulement à peu près la moitié des gens qui étaient sous warfarine à l'époque. Donc la plupart des FA, malheureusement, n'étaient pas sous anticoagulants. Et quand on regarde dans cette étude ce que ça donne, on s'aperçoit que pour le critère AVC, hémorragique ou ischémique et thromboembolie, en fait, dès qu'il y a une insuffisance rénale en dessous de 60, il y a une augmentation du risque qui est plus du double. Et ça commence, on arrive quand même à des trucs dans le genre 6% par an. Donc 6% par an, ça fait en 10 ans 60%. Hein, donc c'est pas négligeable. Et pour les major bleeding, par contre, le risque, il est absolument majeur. Bon, il est très important aussi dans les insuffisances rénales assez sévères, mais il est majeur dans les insuffisances rénales gravissimes. Alors, quand on regarde à nouveau stroke et thromboembolisme ici, on s'aperçoit que, bien évidemment, la warfarine marche mieux chez les gens qui ont une fonction rénale normale que pas d'anticoagulants, mais qu'en fait, c'est pareil, jusque en fait, une clearance aux alentours de 15. En dessous de 15, il n'y a pas de bénéfice, mais vous voyez que les intervalles de confiance sont énormes. Pour le major bleeding, il y a une augmentation du saignement dans l'insuffisance rénale sous warfarine, mais qui est assez modérée et qui n'est importante au contraire que dans les insuffisances rénales absolument massives. Maintenant, si on passe aux essais randomisés et qu'on regarde la méta-analyse qui a été faite sur tous les essais de NACO et de FA, en gros, on s'aperçoit que si on prend les critères warfarine, et là, les patients sous warfarine, et le critère AVC ou embolie périphérique, on s'aperçoit que pour la warfarine, les chiffres, les pourcentages d'accidents sont à peu près les mêmes dans ces essais randomisés. Alors, ils augmentent avec l'insuffisance rénale modérée, etc. et tout, mais c'est à peu près les mêmes que dans l'étude danoise. Les saignements, c'est pareil. Donc, c'est quand même assez fiable, ces registres. Et puis, par contre, quand on regarde le nombre de patients à traiter pour éviter un accident vasculaire cérébral ou une embolie, on s'aperçoit que quand la clearance est normale, de l'AOD par rapport à la warfarine, il faut en traiter 1000. Quand la clearance diminue un peu, il suffit d'en traiter 111. Et quand la clearance est entre 5 et 30, quand on donne un AOD au plus de la warfarine, il suffit d'en traiter 91 pour éviter un accident. Si on regarde les hémorragies, tout ça c'est parce que le risque absolu est plus élevé. Si on regarde les hémorragies, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, plus la clearance est entre 30 et 50, et moins il faut traiter de gens par un AOD pour éviter une hémorragie majeure. Alors, l'aggravation de la fonction rénale au cours des études, c'est aussi un point important en fait, où là vous voyez, là c'est la clearance normale à l'entrée, entre 50 et 80 à l'entrée et en dessous de 50 à l'entrée. Et les bleus clairs sont ceux qui ont une aggravation de la clearance au cours des essais. Celui-là, c'est Aristote. Et vous voyez qu'il y a une augmentation du risque et que l'aggravation de la clearance au cours de l'essai est un facteur de risque, en fait, à la fois de stroke et on s'aperçoit aussi que quand on regarde à la fois Aristote et Rolai, donc dabigatran et apixaban, le fait d'utiliser des AOD par rapport à utiliser de la warfarine, ça diminue l'aggravation de la fonction rénale au cours du temps. Donc c'est néphroprotecteur.
Et ça, c'est une méta-analyse plus récente qui montre exactement la même chose, c'est que ça réduit de 30% le risque d'avoir au cours de l'année qui suit une baisse de la clearance est beaucoup plus faible sous AOD que sous warfarine. Et là-dessus, ça montre exactement la même chose en montrant qu'en l'occurrence, tout ça, c'est des critères d'aggravation d'insuffisance rénale. Et en gros, le dabigatran et le Rivaro semblent dans cette méta-analyse un peu plus efficaces que l'apixaban comme protecteurs rénaux. Alors, maintenant, je vais aller passer très très vite sur l'hémodialyse parce qu'en gros, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que la warfarine augmente les hémorragies de manière importante, on s'en serait douté. Mais il y a de plus en plus d'études qui disent, mais on ne sait pas pourquoi, parce que ce n'est pas randomisé, donc il y a peut-être des biais, que la mortalité totale dans l'hémodialyse est diminuée par la warfarine versus l'absence d'anticoagulants. Alors, est-ce que c'est un biais de sélection des patients ? Est-ce que c'est parce que, en fait, quand les gens meurent, des fois ils meurent d'AVC, mais on ne fait pas le diagnostic et ils sont quand même comptés dans la mortalité totale, j'en sais rien. Mais il faut clairement des essais randomisés dans ce domaine. Alors pour finir, il faut évidemment penser à réduire les doses d'AOD en fonction de la clearance. Et bon, donc ça, je vous laisse ça, mais vous le savez tous. Et puis, il faut surveiller la fonction rénale et l'observance médicamenteuse, je vais finir là-dessus, régulièrement chez les patients qui sont traités. Ça, c'est une espèce de méta-analyse sauvage que j'avais fait sur tous les essais. Quand on regarde les AOD et la warfarine, dans ces grands registres, il y en a dans lesquels on contrôle l'observance médicamenteuse, à peu près, quand les gens n'ont pas oublié d'acheter leurs médicaments pour plus d'un mois, et il y en a dans lesquels on ne contrôle rien du tout. Et à ce moment-là, quand on regarde qu'on contrôle, on voit que le warfarine et l'AOD, c'est un petit peu mieux pour les accidents ischémiques que les AOD, mais que le grand effet, c'est quand on ne contrôle pas la compliance. C'est-à-dire que les gens arrêtent. Et il y a exactement la même chose pour la mortalité. Donc c'est important non seulement de détecter les FA en prévention primaire, de les traiter, mais après de revoir les gens pour vérifier qu'ils n'arrêtent pas leur AOD et que la fonction rénale ne se casse pas la gueule. Merci. Merci Yves. Je voudrais revenir sur la notion de néphroprotection des AOD par rapport aux AVK. On voit ça un petit peu revenir régulièrement. Est-ce que c'est vraiment de la néphroprotection ou est-ce que c'est un effet secondaire des AVK qui disparaît? Les néphrologues disent comme toi et semblent dire qu'on est mieux avec un AOD qu'avec un AVK pour la préservation de la fonction rénale. Mais moi, je ne comprends pas bien pourquoi. Premièrement, j'en sais rien parce que, comme tu sais, la seule chose qu'on dose, c'est la créatinine et le poids. Et l'âge. Bon, mais la deuxième, moi, il y a une raison que je pense qui est possible, c'est qu'il y a beaucoup, à mon avis, il y a beaucoup plus de micro-emboles rénaux qu'on croit. Et il y en a peut-être moins sous AOD que sous warfarine. Mais j'en sais rien, évidemment.